Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Singapore Sling, The Man Who Loved the Corpse, film grec sorti en 1990, interdit aux moins de 16 ans et réalisé par Nikos Nikolaides. Nikos Nikolaides est né le 25 octobre 1939 à Athènes. C'était un artiste polyvalent, en plus d'être réalisateur, il était également scénariste, écrivain, producteur de disques et compositeur. Il a commencé sa carrière en réalisant des courts-métrages au début des années 60, avant de se lancer dans le long-métrage en 75 avec Eurydice B.A. 2037. Il a ensuite enchaîné les réalisations avec des films tels que Les Misérables chantent encore en 1979, Tendre Gang en 1983 et Morning Patrol en 1987. Bien qu'il soit principalement reconnu comme réalisateur expérimental et d'avant-garde, Nikos Nikolaides était un touche-à-tout, explorant différents genres tels que le drame, le polar, voire même la science-fiction, comme en témoigne son adaptation de l'œuvre de Philippe Cadic, Morning Patrol. Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 200 publicités et 8 longs-métrages. Singapore Sling est son 5e film. Une nuit pluvieuse et orageuse. Blessé à l'épaule et n'ayant plus rien à perdre, un ancien détective arrive dans une maison, croyant que Laura est peut-être là, alors que, comme il le dit lui-même, il est amoureux d'un cadavre. Il a rencontré Laura il y a 3 ans, et même si tout le monde l'a dit morte, il continue à la chercher. Dans le jardin, il découvre 2 femmes qui tentent d'enterrer leur chauffeur. Le détective attend le lever du jour pour entrer dans la maison, mais rien ne va se passer comme il l'espérait. Les 2 femmes, mère et fille, passent leur temps à jouer à des jeux incestueux en mémoire de leur patriarche sadique. Elles vont séquestrer le détective, le torturer et le soumettre à tout un tas de jeux sadomaso. Elles avoueront également avoir tué Laura il y a 3 ans et entraîneront avec elle le détective dans sa folie. Faut savoir que j'ai une relation très particulière avec Singapore Sling. Alors en fait, il m'arrivait fréquemment de tomber sur le film Singapore Sling dans des listes de films étranges et surréalistes. Singapore Sling, c'est un film qui a une sacrée réputation et intrigué par son aura particulière, j'ai décidé de tenter l'expérience pour la première fois il y a quelques années. J'ai été littéralement envoûté par le film au point d'en faire un petit peu une obsession. Singapore Sling est un film incroyablement ouvert à l'interprétation, offrant une multitude de pistes à explorer, et c'est précisément ce qui me fascine. Chaque visionnage dévoile de nouveaux détails et de nouvelles significations, ce qui en fait une expérience cinématographique unique à chaque fois. J'adore me plonger dans cet univers complexe, j'aime bien démêler les mystères du film et faire quelques théories. Singapore Sling est difficile à catégoriser. Le film mélange différents genres cinématographiques tels que le surréalisme, le drame d'auteur, le torture porn, l'érotisme, la comédie et le polar. Ce foisonnement d'idées scénaristiques et visuelles en font un cocktail explosif. D'ailleurs, le titre du film, Singapore Sling, fait référence à un cocktail puissant à base de gin, de liqueur de cerise et de Cointreau. Ce nom devient également le surnom donné au détective lorsque la mère et la fille fouillent ses affaires et découvrent dans son portefeuille une photo de Laura, ainsi qu'une recette du Singapore Sling. Qu'est-ce que c'est? A cocktail they used to drink in the old days. Ce film, c'est également un cocktail dans l'utilisation même du langage, car ici, les personnages s'expriment tous dans un langage différent. Singapore Sling parle le grec, la fille parle anglais, et la mère parle anglais et français. Cette utilisation du langage confère au film une aura étrange, un mélange international, où finalement le dialogue entre les protagonistes devient presque impossible. Ce qui saute aux yeux assez rapidement, c'est l'esthétique de Singapore Sling. Dès le début du film, l'atmosphère est parfaitement et soigneusement établie. La pluie, la tempête, la voiture de l'inspecteur et le somptueux noir et blanc s'inspirent directement des films policiers américains des années 50-60. La photographie d'Aris Stavro est à la fois très typée et chaleureuse. Elle marque le regard des actrices avec un glamour shot et devient surréaliste par moments comme cette lumière à l'intérieur de la boîte à gants de la voiture. Le rythme du film est extrêmement langoureux, c'est un rythme qui te tient en otage, tu te sens un peu comme dans un cocon. Tu t'y sens bien, mais en vrai, tu ne devrais pas. Nikolaides adopte une approche de la mise en scène sobre, presque immobile. La caméra, à l'exception de quelques panoramiques, reste fixe. Les images ressemblent à des tableaux. Ce qui compte, c'est la composition à l'intérieur de ces tableaux. Des objets improbables sont parfois placés au premier plan, comme ici avec cette roue de vélo suspendue. Les plans sont paradoxalement finalement tout le temps en mouvement. Des voiles et des drapés se déplacent au vent pour ajouter de la matière visuelle. Il faut reconnaître que les décors sont incroyables. Un style rococo, baroque, décadent, avec une profusion de plantes, de coussins et de vaisselle. Ça nous donne la sensation d'être dans un décor de harem qui aurait mal tourné. Ces décors, nous les devons à Marie-Louise Bartholomew, l'épouse même du réalisateur, qui a également créé les costumes. Et quels costumes!
Bon, le plus célèbre du film, souvent présent sur les affiches, c'est celui du père, qui ressemble à une momie, soulignant ainsi que le personnage est mort depuis longtemps et qu'il continue d'exister dans l'esprit de la fille. Ce costume ancre le personnage dans le genre horrifique, rappelant les films de série B des années 60. Les deux actrices, elles, arborent des looks extrêmement suggestifs, très transparents, mettant en évidence leur sex appeal. C'est hyper sexualisé, mais jamais vulgaire. Tout est minutieusement porté au détail. La dentelle, le voile, les plumes, les bijoux, les mitaines. Tout est utilisé ici pour créer une réinterprétation moderne de la mode de la Grèce antique. D'ailleurs, en parlant de Grèce antique, voilà ce qu'a déclaré le réalisateur à propos du film. Quand je tournais Singapore Sling, j'avais l'impression que je faisais une comédie, avec des éléments tirés de la tragédie grecque antique. Plus tard, lorsque certains critiques européens et américains l'ont qualifié de l'un des films les plus perturbants de tous les temps, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas chez moi. Ensuite, lorsque les censeurs britanniques ont interdit sa diffusion en Angleterre, j'ai finalement réalisé que quelque chose n'allait pas chez nous tous. Singapore Sling présente un humour noir très présent, avec de nombreux moments de comédie, tels que des gags absurdes de coups de pelle. Cependant, il n'est pas surprenant que le film ait été censuré et interdit. En effet, Singapore Sling aborde des sujets difficiles et présente des actes troublants, perversion, meurtre, inceste, soumission forcée, etc. Le film ne se prive d'aucun tabou, comme dans les deux séquences de repas où les deux femmes mangent de manière sale, en référence au film La Grande Bouffe. On y trouve une abondance de fluides corporels, tels que le vomi, l'urine, la salive, le sang. En fait, j'ai presque envie de vous dire que le film est liquide. Le réalisateur utilise une imagerie liquide pour exprimer visuellement et symboliquement le pouvoir du désir et de la jouissance féminine. Dès l'introduction, cette pluie qui tombe en abondance sur le jardin et la voiture de l'inspecteur, c'est le désir qui submerge tout, y compris le symbole phallique masculin ultime, la voiture. La thématique de la domination mère-fille prend également des allures de métaphore liquide. La mère, qui se trouve être le personnage le plus dominant entre les deux femmes, se voit prendre des bains, se délectant dans son propre flux émotionnel et ses pulsions sexuelles BDSM. La mère, encore, qui domine sa fille, lui jette de la boue au visage comme une ultime humiliation éjaculatoire. Cette folie qui se dégage à l'écran, on la doit d'abord aux deux comédiennes qui incarnent de manière magistrale leurs personnages, et se mettent en danger tant physiquement que moralement. Elles sont à la fois puissantes et fragiles, sexy et dégoûtantes. Leur jeu est délirant, halluciné. The poor child believes her father is still alive. Elle croit que son père vit toujours. Elle est folle. La mère a des yeux grands ouverts, des gestes parfois indéfinis, change de langue constamment. The line's been cut. La ligne est coupée. Tandis que la fille adopte un comportement enfantin, avec une voix douce et timide. Mother's dead? It's dead. Manipulatrice, elle s'amuse à plusieurs reprises à se prétendre être Laura. D'ailleurs, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En plus du jeu des actrices, les dialogues sont très écrits et étranges. Parfois même ils se contredisent. Cela contribue à maintenir une certaine confusion et à laisser planer un mystère sur l'ensemble du film. Marie-Louise Bartholomew dira dans une interview « Nikos avait un sens de l'humour vraiment très particulier, mais je ne suis pas sûr qu'il pensait nécessairement à quelque chose de profond quand il écrivait ses dialogues. Ça lui venait très naturellement, comme des blagues ou des bons mots, mais chacun peut se les approprier et leur faire dire ce dont ils ont envie. Qui sait ce qu'il avait en tête ? Il n'en parlait pas. Les dialogues sont très importants pour entrer dans la tête de nos personnages, mais pour accentuer cette folie, Nicolas Eidis opte pour une narration un petit peu différente. Il opte pour deux points de vue et deux styles d'écriture différents. Tout d'abord, nous avons l'inspecteur qui ne parle jamais mais qui s'exprime par le biais d'une voix off. Il nous raconte son histoire, les enjeux et ce qu'il ressent. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il ne parle pas. Est-ce qu'il est trop faible, étant blessé à l'épaule et alcoolique ? Peut-être même perd-il l'usage de la parole lorsqu'il reçoit un coup de revolver sur la tête. Il semble même perdre certaines facultés intellectuelles, puisqu'on insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il a constamment une chaussure délacée et qu'il a du mal à refaire le nœud. D'un autre côté, nous avons la narration du point de vue des deux femmes, qui brisent le quatrième mur en s'adressant directement à la caméra. Elles nous prennent à partie pour nous expliquer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent et ce qu'elles prévoient de faire. Cela se traduit par des monologues parfois étranges, mis en scène comme un théâtre intime. Il arrive parfois que le personnage lui-même séquence le film comme un scénario. Night in the garden. The burial of our chauffeur. Night by the fireplace.
Cette manière de séquencer le film par le biais de ses personnages est parfois très utile pour créer une ellipse. Par exemple, lorsque la mère raconte que 2 policiers sont venus à la maison. Quelque chose de très important. Some very important things happened late last night. On touche même au cinéma méta, elle se loupe, le montage cut, elle recommence. Quelque chose de très important. Some very important things happened late last night. Et cela 3 fois de suite, comme si elle n'était pas contente de son jeu et qu'elle recommençait la prise. Quelque chose de très important. Some very important things happened late last night. The police came looking for someone called Singapore Sling. Bien sûr, nous avons dit que nous ne savions rien. We said we didn't know anything. They believe us and left. Cette séquence ne nous est pas montrée à l'écran, et pourtant elle finit par exister. Mais elle ne prend pas d'importance, elle devient floue et on finit presque par l'oublier. Le côté méta du film, c'est très certainement ce qui va vous rendre fou. Cette petite analyse que je viens de vous faire ne représente finalement pas tout. Vous pouvez aimer ce film tel qu'il vous est projeté, en vérité vous ne comprendrez que 30 à 40% de son intrigue. Pour vraiment comprendre Singapore Sling, vous avez besoin d'une clé. Et cette clé porte le nom de Laura. Laura est un film américain en noir et blanc réalisé par Otto Preminger, sorti en 1944. Laura, qui travaillait dans la publicité, a été découverte abattue d'une décharge de chevrotine en plein visage dans l'entrée de son appartement. Le lieutenant Macpherson enquête sur le meurtre auprès de ses proches et projette ses fantasmes sur Laura. Lentement, il finit par tomber amoureux de la défunte. Laura est présumée morte, mais le protagoniste, et le spectateur, se projettent sur le grand portrait de la femme accroché au-dessus de la cheminée du salon. Ce portrait de Laura représente ce qu'elle est, et ce que chacun peut projeter sur elle. L'inspecteur peut façonner sa propre image idéale de Laura. C'est pourquoi il tombe amoureux. Maintenant, attention, je vais spoiler. Au milieu du film, l'inspecteur sombre dans la dépression. Il se met à boire et devient obsédé par Laura. Il s'endort dans le salon, au pied du portrait de Laura. Quelques instants plus tard, il se réveille et Laura est en face de lui, vivante. À ce moment-là, le spectateur est confronté à 2 possibilités. Soit Laura est réellement vivante et quelqu'un d'autre est mort à sa place, soit c'est un rêve. Finalement, Preminger ne répondra jamais vraiment à cette question dans le film. Il laisse libre cours à l'interprétation du spectateur. Maintenant, accroche-toi. Revenons-en à Singapore Sling. En réalité, le film se présente comme une suite non officielle du Laura d'Otto Preminger. Nikos Nikolaides assume pleinement cette référence, car dès le début, dans le générique, il utilise le thème musical du film Laura. Il en assume également l'esthétique avec la pluie, la tempête, que l'on retrouve également à un moment dans le film de Preminger. De plus, il reprend l'image du grand portrait de Laura dans la maison. Il faut bien sûr se dire que les rôles ont changé d'interprète. Dans le casting du film, la fille, donc Meredith Herold, incarne Laura, tandis que Panos Thanasoulis devient le lieutenant Macpherson, alias Singapore Sling. Cependant, le film Singapore Sling peut s'interpréter de différentes manières. Nikolaides nous laisse libre de choisir et mélange différentes possibilités quant à l'analyse de Laura de Preminger. Tout dépend de votre point de vue sur la question, de savoir si l'histoire de Laura est un rêve ou non. Et c'est là que ça devient complexe. Le film ouvre la porte à plusieurs multivers, offrant ainsi une multitude de possibilités de suite au film de Preminger. Et moi je vous propose donc 4 lectures possibles du film. Le lieutenant Macpherson n'a jamais retrouvé Laura, puisque tout ceci n'était qu'un rêve. Il enquête donc depuis 3 ans à sa recherche sans succès. Il en devient alcoolique et obsédé. Un jour, alors qu'il est blessé à l'épaule, sans qu'on sache vraiment pourquoi, il retrouve la trace de Laura, grâce à son parfum de jasmin, dit-il. Il entre dans la maison et se retrouve nez à nez avec 2 folles qui ont tué Laura. Et la fille s'amuse à se faire passer pour elle. Le lieutenant Macpherson retrouve la trace de Laura grâce à son parfum. Il entre dans la maison et tombe sur 2 femmes. En réalité, Laura est vivante, mais complètement manipulée par une femme qui se prétend être sa mère. Et elle finit par devenir folle. Remember, we buried Laura together. Your father was there too. Leave my father out of this. I didn't bury anyone. À certains moments, elle retrouve ses esprits et se rend compte qu'elle est Laura, qu'elle n'est pas morte et qu'elle doit prévenir son entourage. Where are you going? I want to leave. I have to let my friends know I'm alive.
Comme dans le film de Preminger, Laura revient vivante, mais ce n'est pas un rêve, et le lieutenant Macpherson résout l'enquête. A few years ago, a girl was murdered in Laura's apartment. I told you I'd make him talk by tonight. And since she was wearing Laura's clothes, everyone thought it was Laura. He took on the case and fell in love with her as soon as he saw her picture. After some time, Laura reappeared and stayed with him for a while. Then she fell in love with someone else and went away for good. Meanwhile, he'd become an alcoholic and lost his job. But he never stopped looking for Laura. Le lieutenant Macpherson a rêvé le retour de Laura. Il poursuit donc son enquête envers et contre tous. Il retrouve sa trace grâce à son parfum. Mais affaibli par sa blessure à l'épaule, il s'endort sur la banquette arrière de sa voiture. Et de nouveau, il va rêver de Laura. Et comme c'est un rêve alcoolisé et dépressif, cette Laura est complètement folle. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. This Laura. This Laura you're looking for is only an illusion. She gave her very first kiss to you. That was Laura. That was Laura. But she's only a dream. En résumé, vous l'aurez compris, Singapore Sling est un sac de nœuds extrêmement difficile à démêler. Cette fille, c'est Laura. Et en même temps, c'est pas Laura. Il y a un plan que j'apprécie particulièrement, celui du reflet du personnage sur le piano. Ça illustre parfaitement sa dualité. Elle n'est qu'une représentation de Laura. Il y a une dualité entre le côté rêve et le côté cauchemar. La gentille Laura de Preminger et la méchante Laura de Nikolaïdis. C'est le noir et blanc du film, et celui du jeu d'échecs qu'on aperçoit distinctement dans la scène où la fille joue à être Laura, justement. Ma pauvre enfant, then give me some name to call you. Laura, if you don't mind. Alors personnellement, j'ai décidé que la 4e version, celle du cauchemar, était mon interprétation préférée du film. En plongeant Laura dans le cinéma d'exploitation, Nikolaïdis met en scène un cauchemar au contenu trash et supprime le côté très chaste du Preminger. En tant qu'amoureux obsessionnel du classique de Preminger, Nikolaïdis est comme le personnage du détective. Il cherche à poursuivre l'expérience du rêve, à disséquer le récit, à le suranalyser pour mieux en faire éclater son concept. C'est, selon moi, exactement ce qui se passe lorsqu'on nous montre le prétendu assassinat de Laura par sa mère, sous la forme d'un faux flashback. Dans cette scène, la mère tue Laura sous les yeux de sa fille, Laura. Les deux personnages sont présents au même endroit et au même moment grâce à un raccord son. En réalité, c'est une sorte de symbole. Si concrètement, on voit les deux femmes étaler les viscères de Laura pour redécorer la cuisine, métaphoriquement, Laura est vidée de toute substance. C'est le réalisateur qui dépouille le personnage de Laura pour en faire ce qu'il souhaite, en nous montrant ce qu'on ne voyait pas d'elle, ce qui devait rester invisible. Une fois que l'on retire la viande et les bijoux, on peut faire ce qu'on veut du personnage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, ceci est mon ressenti et mon interprétation du film, et je vous invite grandement à faire la vôtre. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.